trop bien. Ça fait des stingers quoi que tu fasses. Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le temps d'un saut de balle, hashtag 3, numéro 3. Un format de vidéo qui se veut avec beaucoup d'échanges ou en commentaire. Vous pourrez me poser vos questions pour que j'y réponde dans les vidéos suivantes. Je vais donc prendre les commentaires aujourd'hui de la vidéo de la semaine dernière. Si vous ne les avez pas vues, les deux premières, allez les mater, elles sont intéressantes aussi. Et du coup, ça me permet de répondre à vos questions sur tout et n'importe quoi. Ça peut être le golf, ça peut être dans le golf évidemment, ça peut être les règles de golf, ça peut être la technique, ça peut être l'état d'esprit, le mental, etc. Et j'essaierai avec mes billes d'y répondre, avec mes limites aussi, en essayant d'être le plus pédagogique possible. Avant toute chose, du coup, s'il vous plaît, petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, le commentaire comme je vous l'ai dit pour vos questions, pourquoi pas pour avoir vu la vidéo, et abonnez-vous, la cloche de notification pardon, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. J'essaie d'en sortir une par semaine, ce sera pas forcément facile pour moi à certains moments. Par exemple la semaine prochaine risque d'avoir un petit peu de retard, voire de ne pas sortir, ne m'en voulez pas. Ce qui est sûr, c'est que je vais, pour ceux qui s'intéressent à certains types de questions seulement, pas tout mater s'il y a une seule question qui vous intéresse. Je vais tenter de mettre en description de la vidéo toutes les questions qui ont été posées et surtout une timeline où vous pourrez aller directement sur la question qui vous intéresse. Donc, ceci étant dit, le temps d'un saut de balle, évidemment, je vais taper des balles de temps en temps en même temps que je parle. Je me suis mis au fond du practice, ici on est à l'UCPA à la Cano. Je ne travaille pas ici, je tourne simplement des vidéos, je les remercie. N'hésitez pas à passer sur la structure pour la voir et pour vous entraîner et pourquoi pas prendre des cours, mais pas avec moi, avec le pro sur place. Petit coup de pitch en fade, au pied de l'arbre, un tout petit peu gratté. Et voilà, on va taper nos deux balles. Celle-ci on va la faire à l'inverse en draw, un peu plus relâché, un peu moins tenu, des angles différents à la posture. Petit draw. Je suis légèrement fatigué, j'ai bossé toute la matinée, il fait très chaud là, il est 14 h, donc à 14 h là, 34 degrés, en mois de septembre. L'été est là, c'est pas trop tôt, diront certains. Moi j'ai bien aimé le fait qu'il pleuve un peu cet été, je sais pas pour vous. Au moins les golfs sont restés plutôt verts. Ok, celle-ci plus droite par contre. Je suis à gauche, j'ai peut-être pas fait trop gaffe à l'alignement. Allez, c'est parti, je vais essayer de ne pas mitrailler, prendre mon temps, je vais quand même aller chercher mon fils ensuite, mais j'ai un petit peu de temps donc ça va le faire. La dernière fois j'avais parlé très vite, donc j'avais pas le temps, donc si je commence à parler beaucoup, je suis tout seul, faut vous en rendre compte, c'est pas une discussion, c'est un monologue, donc monologue on a tendance à parler, avoir du manque de souffle au bout d'un moment. Première chose, salut Flo, j'aime bien le concept, mais sans le traceur on ne voit pas les résultats, donc du coup autant en parler tout de suite par rapport au traceur. On se trouve qu'en fonction de la luminosité, là par exemple je risque de galérer un peu, le ciel est blanc mais assez impactant, les lumières sont on va dire un peu blanches, donc du coup ça va être difficile de voir automatiquement pour l'application de faire les traceurs, donc du coup je risque de devoir les faire à la main. Il se trouve que chaque traceur, entre le temps de chargement, d'enregistrement et de post-prod, ça peut me prendre 5 minutes, donc imaginez bien que si j'ai un saut de balle, toutes les balles à faire et qu'elles me durent pas toutes 5 minutes mais en moyenne on va dire 2 minutes 30, ça fait quand même un paquet de temps passé. Donc parfois ça me prend 2-3 heures, ça dépend vraiment quand il y en a beaucoup et quand elles sont reloues. Donc si j'estime que pédagogiquement il n'y a pas grand intérêt à voir la balle voler, mais que les explications suffisaient, c'est pour ça que parfois je vais un petit peu passer. J'essaierai au max d'en mettre, j'en mettrai toujours, je ne les mettrai pas forcément toutes. En plus dans l'enregistrement il faut que je cut la vidéo et à chaque fois que j'enregistre les vidéos les unes après les autres, donc ça prend encore plus de temps. Si j'arrêtais à chaque fois chaque balle, ce serait plus simple. Disons qu'il y aurait d'autres problématiques. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas du coup mettre des traceurs partout, m'en voulez pas. Si vous avez une bonne qualité en HD, mettez en HD, parfois avec la connexion ça ne fait pas forcément automatiquement. Et regardez-le sur un écran avec une bonne luminosité, normalement vous devriez voir à peu près la balle. Sinon il y aura le traceur, ne m'en voulez pas, en gros c'est ça que je voulais dire. Mais effectivement je suis d'accord, plus il y a de traceurs, mieux c'est. Donc je vais faire mon max, promis. Salut Flo, j'adore ce format, ma petite question. Pour le faire chaque semaine, il vaut mieux que ça prenne pas beaucoup de temps. Salut Flo, j'adore ce format, ma petite question. Comment arrêter un coup de wedge sur le green, surtout avec un mauvais lie? Ça tombe bien parce que j'ai un wedge dans les mains et que l'œil est plutôt moyen. De David Porcher. Merci David pour ta question. Alors, pour arrêter un coup de wedge avec un mauvais lie sur un green, pour arrêter n'importe quel coup de gauche sur un green, déjà ça nécessite pas mal de choses, mais globalement, pour faire très simple, un bon contact. Un bon contact, c'est quoi? C'est une phase de club qui va se présenter de la balle d'une certaine manière. En l'occurrence, on va essayer de la frapper en plein milieu du centre de la phase de club. On va dire 4e, 5e street.
Au-dessus, il va y avoir un manque de jus et la balle va partir un peu molle, un peu haute et risque de pas beaucoup avancer. Parce que pour toucher avec cette partie-là, vous imaginez bien que soit la balle doit être posée très en l'air, soit il faut faire un truc bizarre. Si vous la prenez un peu basse, elle va partir basse avec du spin un peu moins. Et surtout, vu que l'atterrissage sera un peu plus plat, elle va aussi faire un gros rebond et potentiellement rouler. Une balle topée, évidemment, s'arrête moins vite qu'une balle bien contactée. Maintenant, tout dépend de ce que tu appelles mauvais lie. Aussi, si jamais vous avez des questions, plus les questions sont précises, plus les réponses seront précises. Si elles sont un petit peu vagues, les réponses seront vagues aussi. Ça pourra durer plus longtemps, mais vous n'aurez pas forcément votre réponse exacte. Un mauvais lie, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Ça peut vouloir dire un lie avec peu d'herbe et la balle placée plutôt sur la terre, comme c'est le cas ici. Ça peut être une balle dans le rough. Ça peut être aussi une balle avec un lie à un pente, par exemple, donc un lie compliqué à appréhender. Ce qui est sûr, c'est que quel que soit le lie, un bon contact est nécessaire. Comme j'ai dit juste avant, un bon contact, c'est au milieu de la face. Et en fonction du lie, il va y avoir des données qui vont changer en termes de spin et de hauteur de balle. Quand la balle n'est pas posée sur de l'herbe, vous risquez de la prendre plus basse sur la face, de la faire partir un peu plus basse mais avec plus de spin, puisqu'il n'y a pas de friction autre que la face et la balle à l'impact. Par contre, dans le rough, vous aurez certainement de l'herbe entre votre face et votre balle, la balle aura moins de spin, et vu qu'elle sera un peu plus posée, elle risque de partir un peu plus haute. Donc ce ratio en fait de atterrissage de balle et d'angle d'atterrissage plus ou moins plat et de spin va faire qu'une balle va s'arrêter. Ce qui est certain, c'est que dans des conditions comme ça, la balle va partir plus basse, mais comme je dis, avec plus de spin. Donc en réalité, quand elle est positionnée à un endroit où il y a un lie sans herbe, un bon contact suffit. Ensuite, si par contre je suis dans le rough, là il va y avoir, donc si elle est un peu posée mais avec de l'herbe devant, comme je l'ai dit, moins de spin, donc elle va, quoi qu'il arrive quand elle va atterrir, rouler davantage, puisqu'il n'y aura rien pour accrocher le green. D'autant plus si le green est ferme. Donc là il va falloir peut-être jouer sur, au-delà du contact, une certaine hauteur de balle. Prendre un club de moins, taper plus fort, ou prendre le même club et ouvrir un peu la face, pourquoi pas, pour non pas jouer sur le spin mais sur l'angle d'atterrissage de la balle sur le green. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça dépend des lies, des mauvais lies, ce que tu appelles des mauvais lies, ça va dépendre des conditions et de la quantité de green allouée pour arrêter la balle sur le green. S'il y a peu de place et le green est ferme, il se peut qu'il n'y ait aucune solution pour que tu puisses arrêter ta balle proche du drapeau, si ce n'est de le prendre, ou de prendre peut-être une marche si fine par rapport par exemple à un bunker devant le green, que ça serait trop stratégiquement dangereux. Donc là j'aurais tendance à te dire, voilà la quantité de roule qu'il y a pour pouvoir arrêter la balle. Si tu as de la place, c'est pas dérangeant d'avoir un mauvais lie. Si tu as peu de place, il faut réfléchir à viser peut-être une partie un peu plus avec plus de profondeur pour que la balle puisse rouler. Dans tous les cas, ça nécessite un bon contact. On va jouer sur la hauteur en fonction du lie. Vous l'avez vu, dans le rough, j'ai mis une balle un peu plus haute. Tout dépend du rough. On peut avoir un lie dans un rough très enfoncé, épais, et un lie bien posé comme un lie avec de l'herbe dense, peu dense, etc. Donc ça, c'est de l'appréciation au fil du temps. On n'a pas toujours un trackman derrière pour nous dire le taux de spin dans nos coups. Donc ça, c'est, on va dire, l'expérience. Ce qui est sûr, c'est qu'un lie comme ça, les pros ils adorent. Quand la balle n'est pas dans un trou et qu'elle est posée avec rien, ça met beaucoup de spin. On peut varier les effets plus facilement, tenir la trajectoire. Donc ça, ce n'est pas pour moi un mauvais lie. Un mauvais lie sur un coup de wedge pour arrêter une balle, dans la problématique que tu me donnes, c'est surtout un lie dans le rough pour moi, ou un lie très pentu qui serait compliqué à appréhender justement en termes de contact. J'espère que j'ai été assez clair, il me semble. Donc merci pour ta question de nouveau, David. Je vais taper une balle. Donc là par contre, l'ail ras et sableux, le moindre petit la moindre petite gratte va se transformer quand même en gratte. Donc là c'est pas un l'ail si simple que ça. Mais pour un pro normalement c'est du gâteau. Là j'ai voulu aller chercher un peu plus loin le niveau pour être certain de ne pas gratter, du coup je l'ai fait un peu toper. Donc je dis un l'ail que les pros aiment, oui, mais quand ils sont réveillés quoi. C'est surtout ça. Alors, en fait j'avais déjà tourné cette vidéo mais malheureusement la GoPro a cramé. Ça peut arriver, peut-être qu'avec la chaleur ça s'arrête à un moment donné, donc plutôt que de reprendre les questions que j'avais pas faites, etc., bon je me suis dit que j'allais refaire. Bonjour Flo, Jean62, super concept, merci. De ce fait, une question swing, comment déterminer pour soi si on est en swing normal ou en overswing? Question intéressante. Alors déjà c'est quoi l'overswing? L'overswing, c'est à dire qu'on va au-delà du swing théorique, c'est-à-dire que normalement dans le swing théorique on va avoir un club qui va normalement s'arrêter en fonction des clubs, mais globalement qui ne va pas dépasser la parallèle du sol. Normalement, si on va plus loin, c'est qu'on appelle ça de l'overswing. Après, ça dépend de pas mal de choses, ça dépend de la souplesse des joueurs et ça dépend surtout de la manière dont ils swing. Parfois, c'est pas qu'on va trop loin avec les bras, c'est qu'on bascule par exemple vers l'avant, donc ça va faire que le club va dépasser la parallèle. Ça peut être aussi les poignets, c'est-à-dire qu'en fait, on ne tourne pas beaucoup, mais par contre, coup des poignets vont se placer de la sorte, donc là, on peut faire de l'overswing. Ça va être dépendant de pas mal de choses. Ce qui est sûr, c'est que l'overswing, ça a tendance à rendre le jeu quand même globalement irrégulier
parce que ça nécessite beaucoup plus de coordination et une meilleure maîtrise du rythme. Aussi, c'est un swing généralement plus physique dans la traversée, avec beaucoup d'engagement. Toutes ces données vont faire, mise bout à bout, que ce sera des swings généralement qui peuvent potentiellement taper fort, ou pas d'ailleurs, parfois ça enlève la puissance justement, qui peuvent potentiellement aller loin mais en mettre partout. Donc l'overswing, c'est pas forcément bon. Quand est-ce qu'on sait qu'on est en overswing et que c'est dérangeant dans son jeu, puisque c'est un peu ça ta question, bah, ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ta régularité. John Daly était un joueur qui a gagné 2 tournois majeurs très connus avec le gros bidou et tout, et très clairement il faisait l'overswing, et malgré tout ça ne l'a pas empêché d'être un joueur du coup très puissant, grâce notamment à cet overswing, et qui gagne des majeurs. Donc est-ce qu'il aurait dû changer pour un swing plus, on va dire, plus posé? Non, parce que dans le milieu professionnel, il faut taper fort. Et pour lui, c'est un gros avantage. Si par contre, avec un overswing, tu ne tapes pas si fort que ça, que tes contacts sont irréguliers, que ton jeu de golf globalement est irrégulier, il y a de fortes chances que tu aies à gagner de ne plus faire cet overswing. Quand est-ce que tu sais si tu es en overswing? Bah, comme je l'ai dit, à partir du moment où tu dépasses la parallèle, c'est aussi simple que ça. Maintenant, à quoi c'est dû? Comme j'ai dit, ça peut être un corps qui ne se place pas de la bonne manière, avec des hanches qui partent vers là, avec une espèce de souhait. Ça peut être donc on va dire un swing en pivot inversé, ce qu'on appelle comme ça. Ça peut être les bras, comme j'ai dit, qui viennent se placer d'une certaine manière avec une angulation. Vous voyez, j'ai pas tourné plus le corps. Par contre, juste le fait de mettre mon coude ici ou là, ça change complètement le placement du club, tout simplement. Et ensuite, ça va être aussi la rotation des hanches, par exemple. Si on cumule les trois et qu'on fait comme ça, ah bah, clairement, on peut voir son club au sommet. Mais là, ça m'a fait mal au dos. Et derrière, vous imaginez bien que le chemin que va emprunter le club va être assez complexe. Par contre, petite précision avant de passer sur la question suivante, certaines personnes nécessitent de l'overswing pour réussir à bien frapper. Je m'explique. Comme j'ai dit, il y a beaucoup plus de temps pour arriver jusqu'à la balle et certaines personnes ont besoin de ce temps d'inertie du club dans l'espace pour réussir à créer de la vitesse. Si vous leur enlevez ça, ils perdent de la vitesse. Mais globalement, pour la plupart des joueurs, ça donne la sensation qu'on va pouvoir en mettre beaucoup, alors qu'en réalité, ça ne se retranscrit pas en zone d'impact. Et si c'est le cas, si c'est ton cas, bah, là clairement, on essaie de sortir l'overswing, on va voir un pro, et voilà. Petite précision d'ailleurs, tout ce que je dis ici, je ne tue pas le métier d'enseignant, j'explique des choses. Le truc, c'est que vous n'avez pas du recul sur vous-même, donc prendre des cours en réel, ça fait toujours plus progresser que regarder des vidéos. En tout cas, ça vous permet d'en connaître un peu plus sur le swing, et c'est pas mal. En gros, continuer à avoir des enseignants, c'est très intéressant et très important. Franck le Sage, salut, merci pour tes vidéos, elles sont top. Comment garder les mains devant la balle à l'impact? C'est pareil, c'est une question qui peut être, on va dire, débattue longtemps. Je vais en taper une déjà, en essayant de garder les mains devant la balle à l'impact. Je vais le mettre comme ça vous pourrez le voir. Ok. Première chose, j'aurais tendance à dire, si je dois trouver les bonnes idées, parce que ça c'est vraiment du cas par cas et c'est complexe de donner un truc qui va fonctionner, parce que sinon tout le monde le ferait. Hein. Le simple fait d'y penser déjà, c'est pas mal. Se dire qu'il faut le savoir, les mains en zone d'impact sont devant la face de club. C'est pour ça que lorsqu'on pose un club au sol, il est incliné, c'est que les mains sont forcément devant. Donc pour la grande majorité des joueurs, des mains un peu plus devant, comme ça devrait être le cas, c'est pas mal. Certains démarrent avec les mains un peu plus en arrière. Ils vont ensuite faire un fort droit press, c'est-à-dire le fait d'aller devant pour les placer devant avant de démarrer le geste vers l'arrière. C'est mon cas par exemple. Moi, je suis ici et en plus de ça, je vais faire ça et ensuite je vais démarrer. C'est comprendre justement qu'il y a on va dire une force qui doit s'exercer vers l'avant et vers le sol. Quand on comprend ça, logiquement, qu'on arrive à recréer cette énergie, cette force en zone d'impact pendant la dynamique du geste, normalement les mains sont censées être devant. Ce qui empêche les mains d'aller devant, c'est pas mal de choses. Ça peut être l'état d'esprit qui ne comprend pas, qu'il faut non pas lancer la tête de club trop rapidement, ce qui va envoyer l'énergie vers l'arrière, pendant que le corps lui va aller vers là-bas, parce que du coup c'est incohérent. Ça va être le fait de justement comprendre dans quel sens on doit mettre l'énergie. Je vais attendre que l'avion passe, désolé. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on fait un swing, en fait, on empile de l'énergie. Lorsque je suis à l'adresse, j'ai tout qui est face à la balle, les mains, le buste, les hanches, etc. Lorsque je vais démarrer, tout va se mettre en branle et petit à petit, mes hanches vont s'arrêter pendant que mes épaules vont continuer, mes épaules vont s'arrêter pendant que mes bras et mes poignets et donc la tête de club vont un peu continuer. Et ensuite, du coup, ce différentiel que j'ai créé entre ces trois steps, on va dire, bras, main, club, buste et hanche, tout simplement en conservant tout ça d'une manière très solide, on se retrouve à l'impact avec normalement les mains devant et du retard de tête de club. Le souci, c'est que souvent ce retard qui est créé naturellement en tournant et en faisant un backswing complet va être perdu pendant cette phase de downswing où les joueurs vont avoir tendance à relancer les bras en premier et pas forcément bouger le corps, ou en tout cas pas suffisamment, parce que les bras on doit les lancer, hein, on doit lancer les bras, on
va quand même avoir la sensation de venir tracter le club, tracter le grip. Mais par contre, il faut le faire avec un corps qui lui s'engage suffisamment bien, avec les bons angles, etc. pour que ça se retranscrive à l'impact. Voilà. Ensuite, ce qui est certain, c'est qu'il y a des exercices qui existent, notamment un qui est pas trop mal, c'est de taper des balles avec les mains qui ne sont pas jointes. Ainsi, ce qui va se passer, c'est que si vous utilisez trop votre main forte, c'est-à-dire la main droite pour les droitiers, main gauche pour les gauchers, il y a de fortes chances que vous fassiez une gratte. Donc là, un seul moyen pour ne pas la gratter, c'est de mettre du corps. Voilà. Donc simplement d'essayer d'imaginer qu'on vient tracter le club. Vous pouvez le prendre de la sorte plutôt que essayer de lancer la tête de club. Ce truc-là, il faut le ressentir à petite vitesse, petite amplitude. De temps en temps, essayer de mettre un peu l'énergie une fois qu'on sent si elle est dans le bon sens ou pas. Et évidemment, encore une fois, d'aller voir un pro pour savoir si on le fait dans le bon sens. Parce que vous pouvez essayer de chercher des trucs. Si vous ne ressentez pas ce qu'il faut ressentir, ce sera peut-être pas une si bonne idée que ça. Sylvain Mouho 930, salut Flo, très bien ce format, j'aimerais que tu t'attardes sur les procédures de drop. Exemple à la pluie, je crois n'avoir jamais vu ça dans tes vidéos. Effectivement, je vais changer de club. Je vais taper un petit coup de fer 1. Oh, c'est trop bien. Ça fait des stingers quoi que tu fasses. Bref, c'est pas un club que j'ai dans mon sac à la base. Donc la question était les procédures de drop. Alors de drop, il y en a plein. Il y en a drop après avoir mis une balle dans l'eau, il y a drop après avoir mis une balle en limite par exemple, drop, free drop, sans pénalité, il y a drop dans les bunkers, etc. Donc si je dois faire toutes les procédures, on en a pour 3 quarts d'heure. Et en plus de ça, les règles, je vais pas dire que c'est pas mon truc, je les connais, mais c'est pas nécessairement le truc qui m'intéresse le plus. Pour ceux qui s'intéressent en commentaire, dites-le moi si vous en avez d'autres, hein, j'essaierai d'y revenir. Là je ne suis pas à côté d'un obstacle d'eau, mais c'est très bien, on a deux démarcations. Une partie qu'on va dire être le fairway, en tout cas la zone de jeu, et une partie dans l'herbe haute qu'on va dire être de l'eau. Donc évidemment, là je peux mettre le pied dedans, mais on va dire vraiment que c'est de l'eau. Donc la théorie c'est que normalement vous avez des piquets ou une ligne rouge, ou dans le pire des cas s'il n'y a pas ces deux choses là, mais que c'est un obstacle, vous prenez la berge de l'obstacle qui délimite l'obstacle d'eau. Ma balle, on va dire qu'elle est tapée, elle va rentrer tac, ici, donc elle est là. Il me faut des tis par contre, des tis toujours. 2-3 tis, c'est pas mal. On va délimiter un point d'entrée avec ses co-compétiteurs en se disant oui ma balle rentrée, oui, ou ma balle était de rentrée ici, oui non. Si c'est oui, tant mieux, bingo. Si c'est non, c'est le début des problèmes avec vos co-compétiteurs. Donc on va essayer de faire en sorte de dire un point qui n'est pas 40 mètres devant l'endroit où elle est rentrée, n'est-ce pas? À partir de ce point-là, on a plusieurs options. Si la balle est dans l'eau et est jouable, j'ai même pas besoin de mettre un tee, je peux la jouer dans l'obstacle si j'ai envie. Si elle est injouable et que là, toute la zone ici serait dégueulasse parce qu'il y aurait du rough à hauteur d'épaule, ben, tout simplement, je jouerai du coup précédent. Et pour ce qui est des drops, on a le droit à deux autres solutions. La première, c'est ce fameux point d'entrée en prenant deux longueurs de club sans se rapprocher d'un drapeau qu'on va dire être le chêne en face. Donc sans se rapprocher, si je fais ça, je me rapproche. Donc là, c'est une ligne imaginaire qui vient jusqu'à mon tee et la perpendiculaire tout simplement qui donne deux longueurs de club dans un sens ou dans l'autre. Ça va me donner un camembert, un demi-camembert au max du coup, si on ne se rapproche pas. Parfois un peu moins en fonction de la forme des obstacles et de ce que vous avez de dispo. Et dans ce camembert, on va dropper une balle. On n'a pas besoin de remettre un autre tee à partir du moment où visuellement, il n'y a aucun problème quant au fait que les autres joueurs peuvent identifier que vous avez droppé dans ce camembert. Si je me drop ici, je n'ai pas besoin de mettre un tee nécessairement. On voit visuellement que je suis dans le bon spot. Si par contre j'ai envie d'aller chercher un peu plus loin pour mon drop et que j'ai deux longueurs de club, parce que l'herbe est un petit peu mieux, là par contre je plante un tee et je vais devoir dropper dans cette fameuse zone. Si un drop est effectué au ras d'une zone ou dans une pente et que cette balle sort de cette zone, soit dans l'obstacle devant ou se rapprochant du drapeau, ou en dehors de la zone, on doit absolument la redropper dans cette zone. Si de nouveau elle ressort, alors à ce moment-là, il faut la placer à l'endroit où elle a atterri la seconde fois, en faisant en sorte qu'elle tienne. Si elle ne tient pas, c'est un autre cas de figure, et normalement là je pense que c'est logiquement, on trouve un autre endroit pour dropper, ou que la délimitation de la zone n'a pas été très bien faite. Ce qui est certain, c'est que la procédure doit être faite en accord avec les autres joueurs, le marqueur notamment, qui doit être quand même assez présent pour dire où est le point d'entrée, puis qu'il y a un coup d'œil quand même. Voilà, l'idée c'est de regarder ceux qui font les trucs, de communiquer en fait quand il y a des cas de règles et que tout le monde se mette d'accord. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, il y a toujours des règles pour mettre plusieurs balles et à la fin voir le corps arbitral, s'il y en a un, pour dire ce qui s'est passé, sinon tout simplement entre vous avec les règles de golf. Maintenant, quand on joue tout seul, j'ai conscience qu'on lâche des balles, machin, etc. C'est pas trop mal de temps en temps de faire en mode règle, comme ça lorsque vous serez confronté à des situations en compétition, vous saurez comment réagir. Pour les drops, j'espère que j'ai été assez clair. Je sais pas si j'ai oublié des trucs, mais... Ah oui, mais si, je suis... Désolé.
On va remettre ça. Il y a aussi la procédure, la deuxième, hein, j'ai quand même oublié. La deuxième procédure où ça ne va pas être deux longueurs de club, mais un point imaginaire situé sur la ligne parfaite entre l'axe du drapeau et le point d'entrée. Donc cette fameuse ligne imaginaire de laquelle on prenait une perpendiculaire de deux longueurs de club, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va la prolonger autant en arrière qu'on veut, et sur une ligne imaginaire qui est aussi longue qu'on l'imagine, comme on veut, on va pouvoir dropper une balle. Si j'avais des arbres très proches de moi, il faudrait peut-être que je recule pour avoir la place de passer par-dessus ou dessous. Donc ça arrive qu'on ait ce jeu de cas de figure. Normalement, avec les, enfin, c'est pas normalement, avec les 4 cas de figure, vous pouvez tout faire. Jouer dans l'obstacle, de longueur de club, drapeau, point d'entrée ou coup précédent. Ce qui est sûr, c'est que vous avez ces deux cas de drop. Dans les deux cas, les drops hauteur de genou. Bon, je parle beaucoup encore une fois, mais ça va, je suis pas essoufflé. Allez, petit coup de fer 1 en fade. Oh, ça c'était horrible. Un bon fade bien gratté. J'ai pas du tout le torque là et tout du club, c'est terrible. J'arrive pas à le rythmer comme il faut. Ah, celle-ci pareil, trop topée. J'essaie de trouver, donc là celle d'avant elle a été complètement topée, mais parce que celle d'avant encore était un chouï gratté, donc j'essaie de trouver la bonne hauteur et on va dire le bon angle. Alors entre deux forcément, petit fade qui vient, c'est bon, je sais encore jouer au golf. Petit like s'il vous plaît pour ceux qui sont encore là, merci, ça fait plaisir. Et petit partage aux amis golfeurs aussi. Salut Flo, très bien ce format, j'aimerais que tu t'attardes sur les procédures de drop, ça j'ai déjà dit. Capitaine Golf, j'aime beaucoup ce nouveau concept, du coup j'ai une question pour toi, comment se fait-il que mon effet naturel offert sur le fade, mais avec les bois driver, le draw? Alors j'entends plus souvent l'inverse, donc là je t'avoue que ça me surprend. C'est assez rare, pour être honnête. Alors les fers et les bois, alors c'est qu'il y a une raison technique, laquelle il faudrait que je vois ton swing en détail, que je m'y attarde pour savoir vraiment pourquoi. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut comprendre, c'est que le club en zone d'impact, il a des variations avec la phase de club et le chemin du club. Et je connais quand même un peu ton swing, tu montes très intérieur et tu as un club qui du coup, on va dire, fait très rapidement intérieur avec une phase de club qui se balade beaucoup. Donc en fonction de la manière dont tu vas rythmer ton club, coordonner ton corps, le placement de la balle différent dans le stance et le club différent emmène forcément des variations dans les deux cas. C'est-à-dire que même avec les mêmes pensées de swing, parfois vu que ça bouge beaucoup, bah, du coup le simple fait de déplacer la balle change tout. La plupart du temps c'est l'inverse, les joueurs qui mettent la balle en arrière pour les faire tapent en draw, et ensuite lorsque la balle est plus à gauche pour le driver, le club se referme et la face arrive en coupant, et du coup ça fait plutôt des fades. Donc c'est plutôt ça qui est assez logique. Dans ton cas tu me dis l'inverse, c'est-à-dire que théoriquement tu arrives pour un fade, une balle qui arrive, donc avec un club qui arrive de l'extérieur, pardon, et ensuite tu arriverais à le remettre de l'intérieur pour prendre la balle en draw avec le driver, donc ça me paraît difficile à concevoir là tout de suite. Maintenant, peut-être que tu ne joues pas de la même manière tes fers, ton driver, peut-être que ce que tu me parles, donc ton fade ou slice avec les fers n'est pas réellement un fade ou un slice, mais plutôt un push slice, c'est-à-dire que tu arrives aussi de l'intérieur comme avec le driver, sauf qu'avec les fers ta face est ouverte et avec ton driver la face est fermée. Pour faire simple, c'est juste ça, donc une question de face, et que quoi qu'il arrive, tu arrives de l'intérieur. Ce n'est pas vraiment des slices ou des fades avec les fers, c'est plutôt des push fade ou des push slice, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce qui est une nuance importante quand on est pro, parce que du coup ça change absolument tout dans le diagnostic. Donc il faudrait que je te vois. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas super cohérent et ça dénote quand même un manque de solidité quelque part. Ensuite, ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'amuser aussi à savoir faire les deux effets, ou en tout cas à pousser la balle d'un côté. C'est-à-dire que déjà là tu devrais commencer par ok, qu'est-ce que je choisis comme côté, un draw ou un fade? J'aurais tendance à dire plutôt draw, pour la plupart des joueurs c'est mieux. Ok, un draw, avec les bois j'y arrive, plus ou moins à le maîtriser, mais au moins je sors l'effet. Comment je peux faire avec un fer? Comment je dois me placer pour faire un draw? Où est-ce que je mets les points d'intention de focus? Tu essayes de sortir des balles à droite avec un effet qui revient à gauche. Et à ce moment-là, si tu y arrives, bah, du coup, tu auras mis les deux de mon côté. Si tu tapes en disant bon, bah là, du coup, ça sort à droite, bon, bah là, du coup, ça sort à gauche, il n'y a pas de maîtrise sur ton jeu. Donc, déjà, essaye de savoir ce que tu veux. Tiens-toi à quelque chose au moins, si tu ne sais pas encore ce que tu veux, et un objectif de trajectoire de sortie de balle. Si tu l'as et que tu y arrives, tant mieux. Si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a une raison mécanique. Et dans ce cas-là, il va falloir creuser un peu. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une incohérence dans ce que tu dis. Donc, il y a un truc à chercher. Et ça, je pense qu'il faut voir ton swing en réel avec un petit peu d'analyse pour pouvoir y répondre plus distinctement. Merci Capitaine Golf et on se voit très bientôt. Guillaume Ferrandes, salut Flo, merci beaucoup pour ta réponse. J'aime beaucoup ce format, en tout cas ça aide. Je me pose beaucoup moins de questions à présent, ça se ressent sur le parcours. Cool. Ma question sera donc la suivante: sur un parcours, essayes-tu de garder le même objectif avant chaque coup? Du genre simplement swinguer vers une balle vers une cible et l'imaginer voler, par exemple. Merci pour ta réponse et ta disponibilité. Je sais que tu es jeune papa, pas toujours évident. Bon golf, à bientôt. Merci beaucoup pour tes encouragements pour ma vie de jeune papa et pour tout le reste. Donc j'aurais tendance à dire que les objectifs vont être globalement les mêmes
dans le sens où, quoi qu'il arrive, vous aurez de la visualisation et vous aurez un côté sensitif dans vos routines par rapport à mettre en place quelque chose de cohérent dans votre action en rapport avec la visualisation que vous aviez eue avant. Donc dans tous les coups de golf, que ce soit un coup de fer 1 que je vais tenter de mettre en rase mode sous les branches de droite, tellement rase mode qu'elle est partie en négatif alors qu'elle était bien contactée. Donc là j'ai tellement les mains devant qu'en fait mon club il était en dessous de 0 donc ça ne vole pas. C'est un fer, il n'y a pas besoin de la mettre basse, c'est juste besoin de la taper et c'est tout. Bref, donc entre ce focus là et cette imagination de trajectoire, même si ça n'a pas fonctionné, et un pote, j'aurai quand même la visualisation qui rentre en ligne de compte. Donc mes routines ont en tout cas ce point commun. Ensuite, en fonction des coups, vous allez avoir des focus différents. Si je veux mettre un pote en descente avec un plateau, je vais mettre un énorme focus sur la douceur des mains avec laquelle je tiens le club pour avoir beaucoup plus de sensations très fines. Si j'ai un driver à claquer au-dessus des arbres, je vais mettre plutôt un focus sur le fait d'avoir des angles qui me permettent de décoller la balle rapidement. Donc, quoi qu'il arrive, les focus sont un peu différents par rapport à la sensation qu'on va mettre dans son swing. Par contre, ça part toujours d'un truc effectivement qui est la même chose, une visualisation, d'une ligne de putt, d'un point de chute pour un chip, d'une hauteur de balle, d'une profondeur avec les fers, donc de zone, de trajectoire aux mises en jeu, etc. etc. Globalement, il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans le jeu de golf, plus ou moins en fonction des secteurs de jeu. Pour le putt, généralement, on passe, et le petit jeu, globalement, on passe plus de temps que pour le jeu de fer, et pour le jeu de fer, plus de temps que pour les mises en jeu. C'est normal, il y a plus de données à prendre en compte quand on se rapproche du trou, et la cible étant plus petite, il faut plus de finesse, donc parfois regarder plus précisément. Donc merci de nouveau pour ta question, j'espère que j'ai été assez clair, que j'ai pas trop brodé longtemps. Alors salut Flo, super format, très vivant et ouvert. Question sur un fairway avec un fort dénivelé, par exemple vers la gauche et de l'eau en bas. Comment faire pour tenir la balle au milieu? Gros fade en faisant sortir la balle à gauche ou limiter l'effet et jouer la balle partie droite. Merci et à bientôt. Patrick Dumelon 431. Merci Patrick pour tes questions. Je vais changer de club. Je vais prendre un fer 7 parce que c'est un club intermédiaire où on va dire qu'on peut donner de l'effet mais on va quand même un peu rouler théoriquement. Donc on va reprendre l'exemple que tu prends, mais on va l'inverser par rapport à ce qu'on a devant nous. Le creux à droite, c'est de l'eau. Enfin, c'est de l'eau. C'est le green, et ensuite il y a le canal à droite qui se prolonge, et c'est de l'eau, on va dire, collée à la forêt. Tout à gauche, ça déverse vers la droite. Donc là, théoriquement, ce que tu dis, c'est que soit je l'attaque avec un draw qui pitch sur la pente pour contrer un peu la pente, soit je tape un fade, ou en tout cas une balle plutôt neutre, partie gauche, et je laisse la pente faire le boulot. J'ai envie de te dire, encore une fois, c'est du cas par cas. Ce que tu décris, ça va dépendre simplement de ce que tu veux aussi et des conditions de jeu. Actuellement, là, c'est certes en pente, mais c'est pas très en pente et c'est un peu mou. Donc là, en réalité, je pourrais jouer un peu de les deux manières, ça fonctionnerait dans tous les cas. Si j'ai un endroit où c'est extrêmement sec, j'ai nécessairement besoin d'un rebond dans le sens inverse de la pente pour pouvoir contrer un peu la pente et qu'elle ne finisse pas trop dans le ruisseau ou quoi, que je dois cumuler, on va dire, les choses qui vont permettre à la balle de rester. Si je dois faire ça, bah, je le fais. S'il n'y a pas besoin de le faire, on va éviter de se casser la tête et on va plutôt jouer une zone avec son effet naturel en essayant de se dire que la pente va faire le taf. Moi personnellement, j'aurais tendance à dire que si la pente est très forte, qu'elle ramène vraiment vers l'eau, ce n'est pas juste une question d'effet, c'est surtout une question de hauteur de balle, et ça on n'en parle pas assez souvent, la manière dont la balle va atterrir, le rebond qu'elle va prendre, on peut choisir s'il va être un peu mou, un peu soft, un peu plus franc, et pour avoir un rebond plus ou moins franc avec une pente sévère, mieux vaut la mettre pour que ça soit un peu plus soft, un peu en l'air. Donc ça peut être simplement plus une question de profondeur et de zone à jouer avec un axe plutôt qu'un effet. L'effet, tu veux le mettre, tu le mets si tu as envie, mais parfois quand la pente est comme ça, tu as beau mettre un effet contre la pente, la balle elle kick quand même bien comme il faut. Alors évidemment, si en plus tu mets l'effet dans le sens de la pente et que c'est sec, là c'est une nécessité, donc tu le fais. Et quand c'est pas une nécessité, on peut jouer aussi sur la donnée hauteur et surtout profondeur. En l'occurrence, il vaut mieux faire ce qu'on sait faire. Donc si là dans la situation dans laquelle on est, il faut faire un draw pour contrer un peu la pente. Non mais c'est terrible aujourd'hui. Le draw est là, mais le contact, oh là c'est dur. J'avais besoin de plus de balles. La machine elle m'a donné un tout petit saut, j'étais dégoûté. Je sentais que j'étais mou en venant, mais quand même. Ah, ok. Donc là le draw partie gauche, elle kick quand même à droite, mais certainement plus soft que si j'avais fait un fade. Why not? Par contre là tu vois, petite donnée, un draw ça part un peu plus bas qu'un fade. Peut-être qu'un fade aurait eu un rebond plus soft si je l'avais mis plus haut, tu vois. Donc en fait c'est vraiment du cas par cas. Ce qui est sûr c'est que je pense que c'est une question de stratégie. Est-ce que ça vaut le coup de se rapprocher de l'obstacle? Est-ce que c'est une nécessité d'aller contrer la pente pour ne pas aller dans l'obstacle?
En gros, est-ce qu'il est vraiment en jeu ou pas? Et est-ce qu'il nécessite de la marge ou pas? Là, je vais viser à gauche, directement, Sandro. Plutôt fade, mais un peu plus haut, ce que je disais. On va voir si le kick est plus franc. Le kick est tout aussi franc, donc ça ne change pas grand-chose. Après, il faut connaître son parcours surtout, ça va être bien. T'es bien claqué, celle-là, je suis content. Enfin, un bon coup. Alors, merci Patrick pour ta question. Vincent, super intéressant, merci. Il n'y a pas de questions, mais merci quand même pour le commentaire. Vincent, Claude, je préfère le parcours en partie amicale pour progresser plutôt que le practice. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est bien, je pense que ça dépend de tes objectifs, je pense que ça dépend aussi de où tu en es dans ton golf. Si tu es dans un stade de ta vie de golfeur où tu as des changements mécaniques parce que tu débutes ou quoi, il y aura peut-être plus de practice que de parcours en proportion. Et ensuite, vers une vie de golfeur, on va dire, plus aboutie, avec des choses très ancrées, le parcours est pas si mal puisque ça reste la vérité du terrain. Vous pouvez très bien frapper la balle à plat sur le practice et arriver sur le parcours et faire n'importe quoi. Donc j'aurais tendance à dire que si tu n'as pas énorme de temps à dédier au golf, le parcours en prio. Si tu as plus de temps, inclure du practice, c'est pas trop mal. Si tu es dans une phase de progression, que tu as des objectifs de technique vus avec un pro ou quoi, ou d'entraînement sur des zones de jeu comme le petit jeu ou le putting, ça peut être pas mal. Et en proportion, je dirais que ça va dépendre des joueurs, mais globalement, j'aurais tendance à toujours privilégier quand même au moins le parcours, donc du 50-50 minimum avec parcours et practice. Et si tu fais du 70-30, ce sera très bien. C'est si tu fais du 95-5, où là par contre c'est chaud, si tu ne fais que du parcours, bah, tu vas jouer au golf, hein, tu vas progresser, parce que quand on joue au golf, forcément on augmente son niveau de pratique en quantité, donc on progresse, mais tu n'auras pas l'accélérateur que peut être le practice et les zones d'entraînement, notamment lorsqu'il y a un pro derrière pour te dire quoi faire, comment faire surtout. Du coup voilà, je pense que la proportion privilégie le parcours, oui, parce que moi je serai toujours un joueur et que je pense qu'il vaut mieux être un bon joueur de golf qu'un bon frappeur de balles, mais du coup il vaut mieux être les deux, c'est bien aussi. Et frapper des balles, bah, sur le parcours, tu imagines bien quand tu prends une balle toutes les 15 minutes, tu n'as pas trop de temps de changer un truc et de voir si ça marche. Donc si tu as le temps de passer un peu au practice parce que tu as 95-5 et que tu as envie de faire du 80-20, je te dis pas non, je pense même que oui, carrément c'est bien. Si tu es à 50-50 ou 60-40, ben, change pas grand chose parce que ce sera passer plus de temps au practice, ça ne fera pas de vous des largement meilleurs joueurs de golf. On va dire ça comme ça. Sauf si vous êtes dans des phases où vous êtes en train de changer des trucs et il faut que vous bouffiez des balles. Ça arrive aussi. Maintenant, question suivante. Merci Claude. Merci pour cette vidéo explicative bien pédagogique. Ce serait bien de faire une vidéo ou plus sur l'aspect mental, de la bonne attitude à avoir quand on joue au golf, gestion des pensées positives, négatives, gestion du outil 1, gestion des autres joueurs en compétition, etc. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, vu que la plupart des joueurs n'ont pas de caddie pour les recadrer quand ça va moins bien, il faut apprendre à bien se connaître. Je pense que je ferai une vidéo littéralement sur ça, uniquement sur ça, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, donc celle-ci je ne vais pas y répondre aujourd'hui, je vais la laisser pour une prochaine fois. Et à terme il n'y aura pas que des questions-réponses, il y aura aussi des je vous demande des thèmes et j'en choisis un, le meilleur, celui que je préfère, et je le développe. Il n'y aura pas que du question-réponse, parce que comme vous pouvez le voir ça peut durer longtemps, et mine de rien je donne quand même beaucoup d'infos, et ça a beaucoup de valeur. D'ailleurs c'est pour ça que vous êtes chanceux si vous regardez tout. Maintenant donc du coup par rapport au mental, clairement c'est un truc qui m'intéresse, donc je vais garder ça pour plus tard. Désolé pour toi mais bon ce sera pour mieux la prochaine fois. Bonjour Flo, merci beaucoup pour tes vidéos, je fais du slice avec mon driver mais pas avec mes fers. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Bah, alors, du coup je reprends ce que je dis tout à l'heure par rapport à l'inverse de la question de Capitaine Golf qui disait que lui c'était plutôt du draw sur les bois et du fade sur les fers. Là la logique c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je le reprends très rapidement, la balle n'étant pas placée, oh je vais y arriver, au même endroit, oh putain, au même endroit d'une balle à l'autre. Elle est petite surchauffe du cerveau et de la batterie, donc ça me permet de respirer et d'enchaîner sur cette question où du coup pourquoi la balle fait un draw pardon avec les fers, un fade avec le driver. Imagine une caméra au-dessus de ma tête. La balle elle est loin de nous, le club aussi, donc il va forcément quoi qu'il arrive, le club emprunter un arc de cercle et en fonction de l'endroit où est placée la balle, si je la mets très à gauche, parce que je suis droitier, je vais arriver à un moment où le club va être en train de couper la balle. Si je la mets très à droite, je vais arriver à un moment où le club sera en train de brosser, pousser la balle plutôt vers l'extérieur. Pour faire la théorie très simple, hein. Donc il y a des chances que ton swing, en fait, simplement, à cause de cette donnée-là, le simple fait de déplacer la balle entraîne cet effet qui change
Parfois c'est aussi qu'on la swing pas tout à fait pareil. Souvent le driver, on voit des joueurs qui sont orientés un peu n'importe comment avec des pieds vers là parce qu'il faut faire du draw, mais un corps qui est comme ça, donc du coup comme si vous voulez faire un slice, alors que les fers c'est un peu plus cadré. Ça dépend vraiment des joueurs, mais globalement c'est peut-être que tu la swing encore une fois différemment qu'avec les fers, ce que je dis tout à l'heure à Capitaine Golf, ou que la position de la balle par rapport à ton swing influence trop. Ça arrive globalement chez les joueurs qui étaient à la base habitués à faire du slice, qui ont réglé leurs problèmes avec les fers, mais pas encore avec le driver. Parfois c'est un processus qui est un peu plus long et des intentions qui doivent être plus fortes avec le driver par rapport au swing avec les fers. Merci pour ta question. Bruno Gint, très intéressante cette vidéo, merci. J'ai remarqué pour les joueurs débutants moyens, hormis sur les par 3 et encore départ égale driver, il me paraît cependant que dans bien des situations et en fonction du parcours, il est bien plus pertinent de jouer un bois, un hybride, voire un fer. Un ami m'a ouvert les yeux là-dessus et c'est très profitable en termes de stratégie. Es-tu d'accord avec cela? Merci Bruno Gint, question très intéressante de stratégie pour le joueur, on va dire, qui tente à être joueur bogué. Si les joueurs mettent un driver pour aller sur un par 3, c'est que celui-ci est relativement long ou qu'il manque de longueur, ce qui veut dire que leur point fort sera, quoi qu'il arrive, plus la précision que la longueur. Et donc qui dit précision dit autant stratégiquement jouer le côté safe, précision du jeu de golf, parier sur ça dans sa vie de golfeur plutôt que l'attaque à tout va. Toutefois, un joueur qui tape le driver pour aller sur un par 3, s'il a un petit jeu en béton, c'est-à-dire qu'à moins de 40 mètres du drapeau, quelle que soit la situation, bunker, rough, fly en pente, est capable de faire maximum 3 coups, il n'y a aucune raison de ne pas prendre le driver. Je m'explique, plus on se rapproche du drapeau, plus on aura théoriquement un coup proche du drapeau et donc la possibilité de mettre soit d'ailleurs un putt pour birdie, donc un par facile si on le rate, soit d'avoir une approche suffisamment proche du drapeau pour espérer la mettre dans une zone où on pourra rentrer le putt. Si on termine court du green, trop court du green et qu'on a un coup de wedge par exemple, on risque très fortement de mettre son coup de wedge certes sur le green mais trop loin pour faire le par et donc de faire un bogey un peu assuré. Donc tout dépend de vos objectifs aussi évidemment, mais ce que je veux dire par là c'est que l'attaque emmène un potentiel de score qui est meilleur. Maintenant, l'attaque emmène aussi des problèmes. Si vous n'avez pas un petit jeu en béton que dans les bunkers vous mettez 3 fois 3 essais pour sortir à chaque coup et que dans les runs vous ne savez pas approcher, etc. Il se peut, et c'est très fort probable, que quand vous terminez court des greens, vous évitez les obstacles latéraux parce que les bunkers ne sont pas encore en jeu et vous avez des approches plutôt en montée, plutôt en long et donc relativement facile à mettre du moins sur le green pour assurer le bogey et se laisser une chance de par faisable. Donc tout dépend du par 3. Si une pièce d'eau devant que vous préférez attaquer en 2 parce que vous avez un driver, vous avez une chance sur 2 de la mettre dans l'eau, effectivement il vaut mieux parier sur attaquer en 2. Si il y a juste des bunkers latéraux mais qu'il n'y a rien devant, pourquoi ne pas tenter de la faire rouler si dans les bunkers vous êtes plutôt bon. Donc j'aurais tendance à dire effectivement que tout dépend du niveau de joueur, du niveau de jeu du joueur. Maintenant, ce qui est certain c'est que je préconise à tout le monde le fait d'être, si on a envie de scorer bogey quand on joue au golf, d'avoir tout ce qui est à moins de 40 mètres, plutôt je ne vais pas dire en béton armé, mais suffisamment bon avec différents skills et de la régularité pour être capable de les mettre à moins de 8 mètres du drapeau, ce qui est tout à fait faisable, hein, on est d'accord, ce qui n'est pas facile, mais ce qui est faisable. Pourquoi 8 mètres? Parce que 8 mètres, ça va être le début de la distance dans laquelle, si vous n'êtes pas trop déconnant en termes de dosage, vous réussirez globalement à faire 2 putts la grande majorité du temps. Au-delà, c'est bien compliqué pour tout le monde. Donc je dis 8 mètres, ça se trouve c'est 4 mètres, mais 8 mètres, on se laisse, si on n'est pas trop, voilà, si le green n'est pas trop compliqué et qu'on n'est pas trop mauvais au niveau du green, on devrait réussir à faire 4 coups. Donc cette zone de 8 mètres autour du drapeau, il faut être capable d'y être en 2 coups. Comme j'ai dit avec le driver, si pour vous c'est pas un risque parce que vous avez un petit jeu en béton, n'hésitez pas. Si par contre pour vous c'est plus compliqué et que vous galérez avec le driver parce que vous en mettez vraiment partout, évidemment vaut mieux être sur la précision et garder sa balle sur le fairway en jeu avec une approche pas très compliquée derrière en suivant. Maintenant, je dirais que le driver étant un club très fermé, effectivement la moindre erreur sera plus pénalisante que si on prend un fair set au départ pour ensuite mettre un coup de sandwich. Mais par contre, n'espérez pas réussir à faire bogey tout le temps de moyenne. Il y a forcément des fois où si vous avez ce niveau-là, au niveau du wedging, vous arriverez peut-être parfois pas à toucher le green derrière. Donc est-ce qu'il vaut mieux pas ne pas être dans un bunker de green en 1 plutôt qu'en 2? Donc voilà, tout dépend du cas par cas. J'espère que j'étais assez clair en essayant d'englober tous les cas de figure possibles qui me passent dans la tête. Merci pour ta question. Stéphane, super sympa. Question d'entraînement, j'ai vu un format que j'aime beaucoup en utilisant une balle joker pour s'entraîner sur le parcours. Je m'explique, tu tapes une balle, si tu estimes pouvoir faire mieux, tu retapes une seconde balle. Par contre, tu es obligé de jouer celle-ci. J'aime le côté réaliste de ce que tu es capable de produire et relativiser les coups acceptables. Tu as des formules que tu conseilles pour s'entraîner sur le parcours que je privilégie maintenant énormément vs du full practice. Question intéressante par rapport à ce que j'ai dit avant, par rapport au fait de se connaître stratégiquement, de connaître ses stats pour pouvoir appuyer sur certains côtés stratégiques de son jeu.
Les parcours accompagnés, les parcours à thème, c'est génial. Ça permet, là, celui-là, il est juste trop bien. Il permet simplement d'avoir un réel retour sur erreur, de réfléchir à la performance qu'on vient d'exécuter et de savoir si on a une chance réelle comme un pari de faire mieux ou pas. Et si on fait pire, est-ce que ce sera préjudiciable ou pas par rapport au score. Donc ça, très intéressant. Je vais pas en parler de plus que d'autres, plus que ça, parce que déjà, je vous en ai donné une grâce à son commentaire. Donc merci à lui. Et vous pouvez le remercier aussi. En revanche, je vais faire un petit peu de promo. J'ai fait une formation en ligne où je donne 50 parcours à thème différents dans lesquels vous pourrez faire progresser votre jeu tout en vous amusant si vous privilégiez le practice plutôt que le parcours plutôt que le practice. Donc si vous êtes des joueurs qui apprécient énormément s'entraîner sur le parcours avec des thèmes, sachez que j'ai une formation en ligne pour ça. Je vais la mettre en description de la vidéo, comme ça vous pourrez la trouver si vous avez envie d'en savoir plus. Maintenant, parce qu'à terme, là, je fais des vidéos gratuites, profitez-en. Hein. Un jour, ce sera moins gratuit. J'en fais aussi des payantes. Ça restera toujours gratuite pour certaines, mais si vous voulez en savoir plus, etc., passez de l'autre côté, ça m'aide et ça vous aidera aussi. J'ai beaucoup de soucis à compresser la balle, je cueille, et évidemment, je perds en distance. Quand j'accentue le swing pour tenter une compression, c'est la terrifiante soquette qui arrive. Une astuce aurais-tu? Merci Nick pour ta question et pour tous tes commentaires, puisque tu remets à chaque fois sur mes vidéos, ça fait très plaisir. Pertinent en plus. Alors déjà, le retard de club, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu le mets et que tu fais des sockets, c'est que tu arrives certainement de la mauvaise manière avec une phase de club où tu auras tendance à envoyer peut-être le talon un peu trop tôt. Là, le premier truc, quand je visualise ce que tu me dis, c'est un swing, globalement, qui devrait, alors ça se trouve, je me trompe complètement, hein, qui devrait arriver au sommet avec un club qui est ouvert et un poignet creusé, et dans la foulée, ce poignet encore un peu trop creusé, ce qui fait que si on prolonge avec du retard de club, c'est le talon qu'on envoie en premier. Ça fait soit un méchant push slice, soit une socket, parce que forcément quand on met le talon en premier, bah, logique. Ce qui veut dire que pour compenser ça, peut-être que dans le passé, naturellement, tu as, avec ce poignet creusé, compris que, enfin, ton cerveau t'a inconsciemment fait comprendre que pour que la balle puisse être tapée au milieu de la face, il fallait la refermer, mais qu'avec ta dynamique, ce n'était pas possible, sauf si tu te retirais de la zone d'impact en envoyant les mains un peu d'une manière précoce pour réussir à refermer cette phase de club et à perdre cet angle. Le souci, c'est que vu que tu le fais trop tôt, tu cueilles la balle et tu tapes moins loin. Donc, la plupart des joueurs qui ont du mal à compresser la balle, j'ai répondu à cette question en début de vidéo, il y a plein de raisons, mais il y en a une aussi, c'est que mécaniquement, avec le poignet, si ce n'est pas ton cas, ben, les autres le sauront maintenant si c'est leur cas, avec le poignet, lorsqu'on creuse ici, si on démarre avec un grip neutre à l'adresse, c'est-à-dire qu'on fait un changement d'orientation de poignet, on va dire d'angulation en zone de backswing, forcément le club lui aussi va faire ça, il va s'ouvrir tout simplement. Si par contre je fais ça, mais que je démarre avec un grip déjà très fort, alors je peux creuser et là normalement la phase de club, si je mets du retard, elle sera beaucoup moins ouverte, voire elle sera fermée, ce qui va permettre à ta balle de faire normalement des meilleurs contacts. Donc j'aurais tendance à te dire, penche-toi sur le sujet, regarde ton grip, s'il est neutre et que tu creuses, c'est mal barré, il ne faudra pas creuser ou gripper plus fort. Si tu grippes plus fort, tu pourras creuser. Si tu grippes neutre, par contre, il ne faudra pas creuser. Donc en fait, c'est une relation, une cohérence entre généralement la manière dont on va mettre son angulation de poignet au sommet dans le swing et le résultat avec la dynamique derrière, le fait de lancer le club, un club qui s'ouvre plus ou moins. Évidemment, ça c'est à rapporter à tout ton swing que je ne connais pas. Donc ce n'est qu'une théorie par rapport à ce que je visualise de ce que tu me dis. Parce que je sais que c'est un défaut qui est quand même assez récurrent chez les golfeurs. Maintenant, comment réussir à changer ça? Très difficile. Et ça, encore une fois, il vaut mieux un pro qui vous drille, qui vous montre, qui vous fasse bouger dans l'espace pour que vous puissiez ressentir. Parce que tout seul, juste en regardant les mains, sachant que quand on swing, on les voit pas, c'est très difficile. Et souvent, quand on a l'impression de changer quelque chose, on se prend en vidéo et on n'a strictement rien à changer. Du coup, ça pour ta question. Maintenant, pour réussir à créer du retard, si tu y arrives et que la face est ouverte, c'est que logiquement tu y arrives, donc on va pas parler de ça. Si tu y arrives, c'est que tu as compris comment on faisait, simplement. Évidemment, j'imagine que chaque fois que tu vois des sockets sortir, tu arrêtes rapidement de tenter le coup. Merci pour ta question. François Prévost, 6222. Bonjour Flo, question sans doute un peu inutile, mais sait-on jamais, y a-t-il un bras directeur pendant le swing, le bras gauche et l'épaule gauche aussi bien sûr, qui vient tirer le club vers la balle jusqu'à l'impact, ou le bras droit, remettez dans le sens qu'il faut, qui pousse la balle avec l'épaule droite qui passe sous la gauche, ou bien il n'y a pas de règle, on fait ce qu'on ressent. Merci de m'avoir lu. Alors, des swings de gaucher contrarié qui joue en droitier ou de droitier contrarié qui joue en gaucher, ça arrive, on le remarque assez rapidement avec la manière dont ils viennent placer la balle. Moi, vous avez vu, quand je prends une balle dans un saut, quand je la place, c'est avec la main droite. Si j'étais gaucher, vous me verriez en train de faire comme ça, pareil pour jongler, pour récupérer les balles. Voilà, aussi dans le swing, ça va avoir une incidence. Si vous êtes en contrarié, c'est-à-dire que votre côté fort se retrouve plutôt vers la cible,
vous allez avoir tendance à tirer un peu plus et à mettre un peu plus d'énergie, de pression dans les mains et de gestion de la face avec cette main que l'autre côté. Ce que je veux dire par là, c'est que globalement, si vous êtes droitier ou gaucher, c'est votre côté fort qui va avoir plus de sensations, qui va gérer un peu plus l'orientation de la face, etc. Par contre, les deux mains étant liées dans le swing de golf, ou en tout cas très proches, on peut prendre le club en baseball sans que ça soit avec des interlocks ou des overlaps au niveau du grip. Donc, par contre, on peut avoir les doigts qui se collent et logiquement qui se touchent au moins au niveau des pouces et des auriculaires et de l'index gauche. Donc à ce moment-là, forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mains travaillent quand même un peu ensemble. Donc pendant que le côté gauche est en train de faire ça, si le côté droit il bouge pas, bah, en fait, je vais pouvoir quand même swinger. Mais vous allez voir, je n'aurai aucune puissance. Faites-le si vous avez envie. Vous allez avoir juste ok, mais voilà, ça ressemble à rien. Si je fais la même chose, je mets les deux mains et par contre le bras gauche reste tout mou, alors vous allez voir que il y a un petit peu d'énergie pour monter la canne, il y en a pas mal pour pousser, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a besoin des deux. Donc lequel en pourcentage fait plus que l'autre? J'aurais tendance à dire que j'en sais rien du tout parce que je suis pas biomécanicien, mais c'est une question intéressante et du coup j'aimerais bien avoir la réponse. Si vous l'avez, très intéressant. Si vous trouvez un sujet d'un pro qui a discuté sur ces trucs-là, qui a fait des recherches, etc., je serais très content de le savoir. Sinon je demanderai à mon pote Chris qui a fait des études, enfin qui fait pas des études, mais qui travaille avec lui, qui est très calé sur ça, de la pression des mains sur les grippes, etc., de la biomécanique. Donc tout ça je pourrais le demander. Ce qui est sûr c'est que je pense pas qu'il faille nécessairement se prendre la tête. Sauf si tu vois que tu ne places pas la canne, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs malheureusement qui, si on leur demande de placer la canne avec une main, la place bien, on la place de nouveau bien, et lorsqu'on voit avec les deux mains, ça commence à faire des trucs bizarres. Donc ça c'est que souvent il y a justement un jeu de pression, de force qui s'exerce, pas dans le bon sens, pas avec les bonnes chaînes musculaires, pas de la bonne manière. Le grand classique c'est le droitier qui vient prendre le club sous le grip, parce que lorsqu'il monte le club c'est beaucoup plus facile d'être en concentrique, de venir utiliser le biceps, le pec là, et ensuite qui va vraiment frapper vers le sol comme ça. Donc lui il pousse énormément, il tire aussi avec le côté droit, pas forcément bon. Donc là on aurait tendance à dire ta main droite, Coco, tu vas la poser, mais tu vas juste la poser avec deux doigts, et là avec le côté gauche tu vas faire tout simplement le swing pour avoir un peu plus d'allonge et pas être non plus trop avec le côté droit. Inversement, certains joueurs utilisent trop leur côté fort, notamment justement les contrariés, et vont avoir des incidences dans leur swing. Généralement les contrariés sont des très bon joueur de golf, parce que ça fait penser à un revers, donc ça va, mais il y a des petites sockets qui sortent de temps en temps et des contacts parfois un peu clean, de ce que j'ai remarqué d'expérience. Mais voilà, donc pour répondre à tes questions, j'ai pas une réponse précise, mais ce qui est certain c'est qu'on a besoin des deux bras quoi. Lionel, hello, tu n'utilises pas souvent l'hybride? Je l'utilise souvent et je voulais savoir si on peut avoir les mêmes trajectoires qu'avec les fers, y compris le Stinger. Merci, j'adore toutes tes vidéos. Alors on va prendre l'hybride, je l'utilise pas souvent parce qu'il est extrêmement âgé, il suffit de regarder la tronche qu'il a. Diamana, donc ça c'est vraiment un vieux shaft, je kiffe, mais le problème c'est qu'il est un peu vieux, donc il est un peu plus, on va dire, flexible qu'avant, même s'il reste quand même en extra stiff. Et du coup je sais pas trop comment elle sort quand je le joue, vu que je le joue peu, donc j'ai tendance à pas le jouer parce que j'ai peur du coup rater, tout simplement. Mais par contre, si je l'utilise de temps en temps, il y a des périodes où ça m'arrive, je fais tous les coups de golf avec, comme avec un fer, je peux faire une balle un peu haute, un peu basse, c'est ça que je disais. Donc balle un peu haute, on n'est pas loin de la balle très basse, forcément quand on essaie de la prendre en remontant alors qu'il n'y a pas de lie, on peut la prendre sur l'arête. Donc balle haute avec pas de lie, c'est pas la bonne idée. Et je peux la faire aussi en stinger, mais un vrai stinger cette fois-ci, hein. Pas une topette dégueulasse. Tellement stinger que j'ai pris le rêve devant, elle n'a pas avancé. Vous allez vous dire, mais il est nul ce pro. Non, je suis pas nul, simplement j'augmente beaucoup trop les traits de ce que j'essaye de faire et ça ne passe pas. Néanmoins, si vous n'y avez pas de rough devant et que vous voulez taper des hybrides en stinger, ça se fait, c'est la même chose, hein. Il suffit d'écraser la balle, ça reste comme un long club, hein. C'est une phase de club qui est très fermée. En plus, ce qui est pas mal avec l'hybride, c'est que ça permet de glisser quand même sur le sol. Donc ça, c'est plutôt cool d'avoir un peu moins de problèmes de contact potentiel, surtout quand il y a des lies. Et normalement, c'est un club avec lequel tu vas avoir une balle qui va partir un peu plus haute avec un peu moins de spin qu'avec un fer. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un hybride. Le vol de balle ne sera pas tout à fait pareil, mais comme avec un bout à 3 tu peux faire des stingers et des balles hautes, pourquoi avec un hybride tu ne pourrais pas? Voilà, en gros c'est ça le truc, c'est que tu peux tout faire quoi. Ensuite, Frédéric, je suis 25 d'index, je n'arrive pas à descendre, j'ai une très grande longueur, mais hier tu arrives 334 mètres mesurés avec application, t'inquiète, hein, on te croit. Impossible de rendre une belle carte, que pourrais-tu me conseiller? 25 d'index, 300 mètres au drive. Donc première chose, mauvaise nouvelle, tu es un joueur qui tape fort et ça c'est pas facile quand on débute, ou en tout cas quand on a quelques années de golf, parce que quand on tape fort et pas droit, bah, on se met dans le caca.
Donc la première chose qu'il va falloir comprendre, c'est que stratégiquement, si tu veux progresser avec une distance au drive comme ça, tu risques très fortement, vu ton index, de devoir, si tu veux être dans la performance, hein, genre dès demain quoi, laisser le driver dans ton coffre, peut-être même les bois, et prendre uniquement jusqu'à faire 5, et taper la balle avec des fers pour placer ta balle et la garder en vie. Si tu gardes ta balle en vie et que tu te rapproches des greens, non pas en régule, mais proche de la régule, que tu as un petit jeu, un putting décent, 18 d'index, c'est pas finger in the nose, mais c'est tout à fait possible. Par contre, si tu tapes aussi fort, c'est que de temps en temps, je pense que tu dois aussi envoyer la sauce avec les fers, mine de rien, et donc en rater aussi avec les fers. Et aussi, quand tu sors le driver et les bois, bah, ça passe pas des masses, et donc de temps en temps, tu dois perdre pas mal de balles. Donc pour être 25 d'index en tapant à 300 mètres, le souci des joueurs qui ont beaucoup d'explosivité, qui sont capables de taper très loin, s'il y a la technique qui ne va pas en face, ben ça ne fait pas des bons scores. Donc la frappe de balle, tu as une frappe de balle de mec scratch, mais tu n'es pas scratch parce que la technique n'est pas la technique d'un mec scratch. Ça ne veut pas dire que tu as une technique de joueur 54, ça veut dire simplement que tu as une technique qui n'est pas adéquate par rapport à ta puissance. Peut-être que ta technique est meilleure, d'ailleurs si tu tapes loin, c'est que logiquement ta technique n'est pas si mal, hein, parce qu'il faut quand même, pour taper la balle loin, il faut quand même créer de la vitesse. Si on a des angles qui sont bidons, on ne peut pas y arriver. Mais c'est qu'elle n'est pas encore assez précise, c'est surtout ça. Donc tu peux avoir, genre ça, moi, une technique de joueur classé 15 et être classé 25 parce que tu frappes comme un 0, mais du coup, vu que tu n'as pas la technique qui va avec, etc. Bref, tu as compris. Il y a aussi autre chose, c'est que, je ne vais pas dire que c'est du talent, disons que c'est la capacité qu'a le joueur de golf à centrer une balle, les aptitudes, la dextérité qu'il va développer avec le temps. On arrive devant la balle pour la première fois, on la frappe, parfois on la touche, souvent on la rate. Ensuite on la touche, mais on la touche pas bien. Ensuite on la touche bien, et on la touche parfois un peu moyennement, etc. Donc ça dépend des steps. Il y a des joueurs qui vont avoir une facilité à centrer la balle, et quel que soit le swing qu'ils vont prendre et la dynamique que le club va emprunter, il y a des joueurs, vous avez beau leur donner une technique incroyable, il y a toujours des mini-spasmes par exemple qui vont faire, pour leur nervosité par exemple, qui vont faire que le club va un peu bouger et rater la balle, un petit peu comme ci, un petit peu comme ça, etc. Donc la finesse du jeu de golf n'est pas donnée à tout le monde. Si tu l'avais, tu ne serais pas 25. Donc du coup, comment la travailler? Essayer d'avoir un cadre mécanique qui te permette d'avoir un swing beaucoup plus régulier, sans avoir besoin d'avoir une coordination parfaite. Je ne connais pas ton swing, il y a certainement des défauts. Donc gommer ces défauts. Une fois que tu les auras gommés, tu auras toujours cette distance, mais tu auras plus de régularité. Le driver pourra rentrer dans le sac et déjà de fait, les scores vont pouvoir descendre. Et là, tu vas pouvoir te rapprocher d'index plus bas potentiellement que des joueurs qui taperaient moins fort que toi. Mais en attendant, c'est plutôt un défaut de taper fort quand on tape pas droit, malheureusement. Voilà en gros pour faire la synthèse de cette situation. Donc c'est une chance de taper fort, mais c'est une malchance de ne pas réussir à le faire, on va dire, avec une manière très précise. Et bien souvent, les joueurs qui tapent fort ne sont pas forcément les meilleurs index. Faut pas croire. Les joueurs qui tapent fort et qui tapent droit sont les meilleurs index. Mais qui tape droit? Pas beaucoup. Qui tape fort? Pas beaucoup. Donc les deux en même temps, il y en a encore moins. J'espère que vous avez compris le principe. Donc Kun0, merci pour ta question Frédéric. Et j'aurais tendance à dire aussi, pour les joueurs qui tapent fort, attention, vous avez tendance à avoir ce truc là comme étant un point fort, dans le sens je tape fort, j'ai pas envie de le perdre. Le problème c'est que n'importe quel joueur qui tape fort ou pas fort, s'il doit faire un changement mécanique, il va devoir le faire un peu plus doucement, plus tranquillement. Donc vous tapez moins fort, mais vous tapez toujours plus fort que les autres. Donc en soi, voilà, l'ego de je tape fort ou l'ego de je ne tape pas fort, donc il ne faut pas que je tape encore moins fort. L'ego de taper loin, tout simplement, qu'on tape fort ou pas fort. Quand on fait un changement de technique, on le met de côté. On le met de côté, on est dans le contrôle. Et par le contrôle de l'impact, bizarrement, vous allez voir que vous n'allez pas perdre tant de distance que ça. Ça vous donnera la sensation d'en mettre moins, mais tant mieux. Si vous en avez sous le pied et que le jour où techniquement vous êtes au point, vous pourrez mettre la sauce et vous irez aussi loin qu'avant, voire plus loin, en étant le plus régulier. C'est pour ça qu'on va avoir des profs de golf, je le répète. Donc Konziro qui dit ça c'est un Q&A qui a de la gueule, merci, je te remercie, c'est gentil. Et Lionel Pertuis, si je ne dis pas de bêtises, ce sera la dernière question. Depuis que je te suis, j'effectue mes approches et putts en inversé et ça a changé beaucoup, même dans les bunkers. Jusqu'à quelle distance peut-on jouer en inversé et cela change-t-il beaucoup les distances? Alors, bonne question, assez particulière parce qu'il y a des joueurs qui débutent le golf en se mettant comme ça, j'en ai encore eu ce matin en initiation, et qui se sentent à l'aise comme ça. Le problème, c'est que lorsqu'on fait ça, on va avoir une limitation articulaire à un moment donné. Si je prends un grip normal et que je tourne, ici ça va. J'ai pas l'impression de devoir être trop prétriqué. Si je me mets comme ça, là par contre, j'ai la main gauche qui est plus loin que la main droite à cause de mon grip. Or ma main gauche est encore une petite surchauffe, non pas de mon cerveau mais de la batterie. J'étais dans le flow, c'est dommage. Donc je reprends. En grip inversé, on va avoir une limitation parce que l'épaule gauche et la main gauche qu'on veut envoyer à droite sont plus éloignées que le bras droit. Donc
quand on va tourner, on va se sentir un peu étriqué. Par contre, dans la traversée, là, il y a de l'espace, au contraire, parce que forcément, en inversant les mains, si j'en ai moins là, j'en ai plus ici. Avec le côté droit, c'est l'inverse. Si on prend le grip normal, on va facilement aller loin, sans avoir l'impression d'être complètement en surextension. Et ensuite, on va être un peu plus limité dans la traversée. Donc, un grip inversé va tout simplement décaler, on va dire, l'arc de swing un peu plus vers l'avant, juste en changeant les mains. C'est la même chose au chipping d'ailleurs, le point de contact va se situer plus devant. Donc c'est pas mal pour les contacts. Le problème c'est que si on a un côté un peu étriqué à la montée, on ne peut pas développer énormément de puissance avec ce swing. Donc il va falloir engendrer d'autres choses derrière dont je vais vous parler. Et surtout on va avoir un contact qui va se situer plus devant, qui va être donc dans une phase un peu plus descendante du swing et qui de fait va mettre des balles plus basses. Donc là je vais faire un petit swing avec le fer 7 en inversé. J'arrive à taper, mais vous voyez, elle part très basse et l'impact avec le sol est très franc, ce qui est logique. Donc ça va entraîner différentes choses dans le swing, un peu plus d'engagement du corps, en soi qu'on a aussi besoin avec un grip normal, mais en tout cas un angle d'attaque qui va être très prononcé vers le sol. Pour récupérer le manque de vitesse que vous avez dans le plein swing en grip inversé, il faudrait aussi, pourquoi pas, libérer un peu les chakras avec le coude droit qui vient se placer là pour aller plus loin et les hanches qui s'ouvrent un peu. En fait, faites faire de l'overswing pour être certain d'aller quand même chercher assez loin. Et là par contre ça commence à devenir compliqué. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai déjà vu 3 pros dans ma vie swinguer en inversé, avec un grip inversé mais en plein swing, genre tout le temps. Et les 3 avaient de l'overswing et les 3 écrabouillaient la balle avec des balles plutôt très tendues. Mais les 3 étaient obligés d'aller chercher loin physiquement pour réussir à récupérer ce truc là. C'est pas vrai, j'ai vu un amateur aussi scratch taper plutôt en mode comme un revers de tennis en fait, avec un swing assez court mais t'es pas très puissant. Donc jusqu'à quelle distance? En fait n'importe quelle distance, si tu as envie de jouer en inversé tu le fais. Par contre il va y avoir des incidences et si tu n'as jamais été habitué à faire ça, ça va être compliqué. Moi je me suis limité au petit coup de wedge, on peut dire jusqu'à 55. Je peux aller jusqu'à 75 mais je ne l'ai pas encore bossé donc je ne le mets pas en place. Mais jusqu'à demi-swing avec les wedges. En gros, un peu ce que j'ai fait au fer 7 mais en moins prononcé. Donc un swing qui va s'arrêter là, comme ça j'ai pas besoin d'aller chercher trop loin. Et ensuite qui va s'arrêter de l'autre côté à peu près pareil. Et ce demi-swing avec un pitch il fait 75 mètres quand je le swing plutôt tranquille, vraiment juste avec le poids du club. Donc c'est intéressant, ça fait des balles plus basses, ça assure les contacts, ça met beaucoup de spin aux balles. Donc c'est un coup intéressant qui mérite d'être travaillé. Et ne serait-ce que pour ceux qui ont un grip normal mais qui ont envie d'essayer, pour comprendre un peu le rôle du corps dans la traversée, c'est intéressant. Parfois je mets les élèves comme ça pour le chipping et tout, ils aiment pas trop, ça fait bizarre. Mais ils frappent mieux la balle. Et ensuite ils comprennent, ils reprennent le grip normal et ça va mieux. Donc je dirais que la notion de distance est importante dans ta question. Si tu perds la distance, si tu as des contacts un peu trop francs vers le sol avec des balles trop basses, c'est quand même un peu limitant. Maintenant il y a des joueurs, il faut le savoir, qui sont pros et qui jouent avec un grip en inversé, donc c'est possible. Voilà. Maintenant si tu as joué toute ta vie avec un grip normal et que tu passes en grip inversé pour tous tes shots, je ne sais pas si ça s'est déjà fait dans l'histoire du golf, mais je trouve ça intéressant. On va rester dans le grip inversé, tiens, on va essayer de faire un plein swing avec le fer 7. Par exemple je suis obligé de maintenir et du coup j'ai aucune puissance quoi. Je fais 120 mètres avec le fer 7, 130 mètres max avec la roue. On va dire que c'est une technique de contrôle plus que de plein swing. Et puis pareil, vu qu'on fait des balles basses et qu'on a les mains vraiment devant, des lob shots avec un grip inversé, c'est galère. Les mecs dont je parle, ils étaient vraiment avec les mains très ouvertes et ensuite dans zone d'impact ils mettaient une espèce de lag énorme pour réussir à la mettre en l'air. Donc lob shot en grip inversé, pas facile. Tout ce qui nécessite de la vitesse en fait, ce sera pas facile avec un grip inversé. J'aurais tendance à dire, garde ton grip normal et chip en inversé, c'est déjà très bien. Wedge, petite distance, why not. Ben, c'est très bien qu'elle se termine cette séance de practice parce que je n'ai mis quasiment que des shots de... J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, je serai peut-être un peu plus réveillé, un peu moins fatigué. Vous avez vu la quantité de choses que de déblatère, c'est quand même pas si simple. Ça mérite un peu de soutien, de nouveau. Je vous dis à très bientôt. En commentaire, dites-moi à la limite des questions par rapport au mental. Parce que la prochaine fois, j'essaierai de faire une séance un peu plus en mode mental. Pourquoi pas. Et par rapport à ces questions et ce sujet, je développerai comme d'habitude. Et vous pourrez de nouveau soit partir sur notre sujet, soit me poser des questions, on va dire, un peu ouvertes. Pour que ce format continue, je vous l'ai dit, un petit like, ça m'aide bien. Pour l'instant, les 2 premières vidéos, elles ont fait un petit peu, je vais pas dire des bides, mais voilà, peut-être parce que je parle beaucoup, que les gens qui ne me connaissent pas n'ont pas forcément envie de m'écouter aussi longtemps, même si je suis certain que s'ils m'écouteraient jusqu'au bout, ils apprendront des choses. C'est peut-être votre cas. Dites-moi les styles d'amélioration que je pourrais mettre dans cette vidéo et si elles perdurent, ce sera grâce à vous, grâce à moi un petit peu aussi.
A plus.